I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. 9h17 sur Atlantique Radio, place à votre émission de décryptage de l'actualité, les décodeurs Atlantiques. Vos décodeurs aujourd'hui, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisk et Mehdi El Fakir, bonjour. Vous êtes économiste consultant en stratégie et risque management. Nous allons parler des nouvelles pistes pour réduire les délais de paiement. Le Comité national de l'environnement des affaires présidé par le chef du gouvernement se réunit aujourd'hui pour aborder des aspects importants liés à la réforme de la loi sur les délais de paiement. Des points de cette réforme devraient être en principe tranchés. Quelles solutions sont sur la table, notamment de la part du patronat? Sont-elles suffisantes? Quelle autre piste pourrait être étudiée? Décryptage dans un instant. Deuxième sujet que vous aborderez à partir de 9h45, ce sont les financements alternatifs pour les PME. Est-ce un mariage gagné d'avance? Question que nous aborderons puisqu'un nouveau pack de Maroc PME vient de voir le jour. Et puis on parle de crowdfunding également avec une loi qui est toujours en attente. De quoi s'agit-il? Ces deux sources de financement alternatifs peuvent-elles vraiment fonctionner? Vous nous le direz, sans oublier votre coup de gueule ou coup de cœur sur l'actualité juste après le journal de 9h30. N'oubliez pas de réagir sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou bien par SMS au 55 77 6 dirhams TTC. Les Décodeurs Atlantiques, c'est parti. Le Comité national de l'environnement des affaires, oui, c'est un petit nom un petit peu barbare, mais se réunit en tout cas aujourd'hui. C'est un comité important. Il va trancher sur la réforme de la loi sur les délais de paiement. Alors on ne sait pas s'il va trancher totalement ou si des points vont être tranchés et puis d'autres points seront mis de côté pour un autre rendez-vous dans l'agenda. En tout cas, Amine Diori, peut-être un rappel d'abord de ces délais de paiement qui pèsent de plus en plus lourd dans l'environnement des PME et des entreprises aujourd'hui. Oui, effectivement. À mes yeux, quand on me pose la question des principales problématiques aujourd'hui des entreprises, alors on parle de financement, les banques qui ne jouent pas le jeu, on parle des problèmes fiscaux, l'IS qui est trop élevé ou d'autres taxes qui sont trop élevées. À mes yeux, le problème principal, essentiel aujourd'hui, c'est les délais de paiement. Pourquoi ? On a atteint le 9,3 mois de délai moyen de paiement. Ce sont les TPE qui sont aujourd'hui les plus touchés. Et parallèlement à cela, on constate que la courbe des défaillances d'entreprise augmente de la même façon. On augmente de plus de 20% chaque année depuis 2010. On était à combien déjà en 2015? Rappelez-nous le chiffre de défaillances. On est à 5800. 5800 entreprises, ça veut dire qu'ils ont fermé leurs portes. Exactement. En 2015. Qui étaient en défaillance, mais pas forcément fermé leurs portes, c'est-à-dire en soit en redressement judiciaire, soit qui effectivement ont fermé définitivement, c'est-à-dire liquidation, etc. Et donc là, on devrait atteindre ce même niveau, ou un peu plus 10% en tout cas pour cette année 2016. On devrait être dans cette fourchette-là, effectivement. On constate une augmentation permanente depuis 2010 dans ces taux-là. Alors, les délais de paiement, 9,3 mois, vous avez dit, c'est un record? Oui, c'est un record. En 2010, on était à 7 mois. Donc on a bien augmenté. Hein. Et je voudrais citer un chiffre qui est très important à mes yeux, c'est aussi les 25%. 25% des faillites d'entreprises sont dues à des impayés. Ça, c'est des chiffres qui sont cités et qui sont très couramment acceptés. Donc, on voit vraiment l'importance des délais de paiement. Et l'idée de cette nouvelle mouture de la loi, c'est de réduire. Alors, on parle de 2-3 mois, ce serait l'idéal de passer de 9 mois à 6 mois. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement? Je me suis amusé à faire l'exercice. Aujourd'hui, le crédit inter-entreprise dépasse largement le crédit bancaire. Aujourd'hui, ça représente près de 360 milliards de dirhams, supérieur à ce qui est alloué aux sociétés non financières privées. Et si on diminue de 3 mois ce crédit inter-entreprise, ça représente déjà près de 120 milliards en moins. Et surtout, ça représente près de 10 milliards de dirhams d'intérêts financiers en moins pour les entreprises. Imaginez ce que les entreprises pourraient faire avec 10 milliards supplémentaires. Ouais. Ça serait colossal. Effectivement. Alors, cette loi sur la réforme des délais de paiement, concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mehdi El Fakir? On sait qu'aujourd'hui, il va y avoir des points qui devraient être tranchés. 2-3 mesures phares de cette loi, ce sont lesquelles? Alors, le projet, déjà, la loi qui est déjà en vigueur, il parle d'un délai minimum de 45 jours, qui devrait pas dépasser 90 jours pour se faire, en quelque sorte, rembourser. Mais on parle déjà, en quelque sorte, le projet qui est en cours de discussion, parle déjà de l'aspect, en quelque sorte, sectoriel. Donc, on souhaiterait, à travers ce projet de loi, parler de délai de paiement par secteur. Donc ça, c'est une nouvelle approche qui a été mise en place, notamment proposée par la CGM. Exactement, ce qui est proposé par la CGM. Donc, l'ancienne loi, on a déjà, dès le début, on a rapidement compris que ça va être difficile à appliquer parce que, comme ça a été déjà expliqué par Cédouélu,
plutôt, il y a déjà un gros problème au niveau vraiment du respect des délais, même des délais contractuels. Alors là, de 9 mois, on parle déjà d'un maximum de 3 mois, c'était pas du tout tenable. Alors aujourd'hui, compte tenu aussi des spécificités sectorielles, dans un premier temps, première mesure phare, c'est de parler de délais de paiement sectoriel. Deuxièmement, la création, en quelque sorte, d'un observatoire des délais de paiement qui devrait ajuster les délais en fonction des aléas et de la conjoncture, parce que le délai ne pourrait jamais être sacré. Et il y aurait des secteurs aussi qui souffrent de particularités, en quelque sorte, en matière de délais de paiement, notamment le secteur de BTP, de l'immobilier. Donc les délais de paiement sont très éloignés, très importants. Deux mesures, la troisième? Et la troisième, bien sûr, c'est de inclure un traitement spécifique pour les créances avec le public. Parce que là, il y a un conflit de droit. Il ne faut pas oublier que pour le traitement des créances publiques, c'est en quelque sorte les textes régissant la commande publique, qui part des durées en quelque sorte particulières, qui sont liées à la nature des marchés et qui parlent aussi d'intérêts moratoires. Donc là, c'est l'État qui est responsable. Bah oui. Alors là, la CGM, effectivement, le patronat cherche à inclure en quelque sorte le traitement des créances privées publiques dans cette loi, parce que le texte actuel ne la prévoit pas. Donc ça, c'est un petit peu les trois mesures qui sont proposées par le patronat en vue de, en quelque sorte, amender le texte actuel. Bon, ça a l'air compliqué de régler cette problématique. Amine Diouri, bon, c'est vrai que on peut se poser la question, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Un observatoire des délais de paiement, c'est pas une bonne idée ça pour justement tenter d'y voir un peu plus clair et commencer à faire le gendarme des délais de paiement? C'est une bonne idée, mais à mon avis, ça vient dans un deuxième temps. Le grand mérite de la CGM, c'est d'avoir mis l'accent sur deux points qui sont, à mon avis, essentiels. Aujourd'hui, on se rend compte que le problème des délais de paiement, c'est que il y a un problème vis-à-vis des gros donneurs d'ordre, c'est-à-dire l'État et les grandes entreprises. En fait, le problème vient du haut vers le bas, c'est-à-dire que les grandes entreprises payent mal, l'État paye mal, et ça se répercute sur les PME, puis vers les TPE. Et en fin de compte, c'est elles qui subissent le plus. Et donc 25% d'entreprises qui sont impactées largement et qui ferment leurs portes à cause de ces délais de paiement. Exactement. Et donc, ce qu'a parfaitement compris la CGM et dans ses négociations avec le gouvernement, c'est qu'il faut agir sur ces deux grands donneurs d'ordre, l'État et les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'elle propose concrètement ? Vis-à-vis de l'État, c'est inclure les établissements publics déjà dans le cadre de la loi. Ça, c'est une chose très importante. Et la deuxième chose, par rapport aux grands donneurs d'ordre, l'idée de la CGM, c'est de créer un club des bons payeurs. Et l'idée, c'est quoi? C'est de sensibiliser les grandes entreprises et de leur dire, montrez le modèle, montrez l'exemple aux entreprises. On va montrer l'exemple et ça va se répercuter dans le circuit des entreprises. Et c'est, à mon avis, une bonne approche. Il faut s'en prendre, il faut discuter avec les grands donneurs d'ordre pour que les choses s'améliorent. Un club des bons payeurs, ça pourrait jouer justement pour ces entreprises qui respecteraient les règles. Ça ferait bon augure, entre guillemets, pour ces entreprises, Mediel Fakir. Ça permettrait de donner un exemple, justement, de bonnes entreprises qui sont dans les règles de l'art. Oui, un club de bons payeurs, c'est une labellisation. C'est symbolique. Voilà, c'est symbolique. Bon, maintenant, concrètement et au niveau de la pratique des affaires, il me semble que ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué parce que même les bons payeurs, ils ont une stratégie de règlement de leurs créances. Ils ont déjà une manière de gérer qui est une manière qui est opérationnelle. Là, il n'est pas question, excusez-moi de couper, mais il n'est pas question de les récompenser pour l'instant, ces bons payeurs. C'est juste l'image, étiquette, labellisation. C'est une labellisation. Voilà. Avoir le label de bon payeur, c'est quelque chose qui est rassurant vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis des opérateurs économiques, mais ça devrait rester une mesure qui est symbolique. Est-ce que c'est pas justement là un petit bémol, entre guillemets, est-ce qu'on ne devrait pas, entre guillemets, aider, soutenir un petit peu, récompenser ces bons payeurs, ce club des bons payeurs à l'avenir, pourquoi pas, pour tenter justement d'encourager davantage à respecter les délais de paiement. Je vous pose une question bête, mais qui sait? C'est par voie contractuelle. C'est l'entreprise qui devrait être réglée, qui devrait être remboursée. C'est elle qui doit récompenser en quelque sorte le bon payeur, pas le contraire. Maintenant, l'État, j'imagine mal, comment l'État va récompenser? Bon, il n'y aurait pas vraiment d'incitation fiscale parce que ça va être compliqué à gérer. Ça va être très compliqué à gérer, ça va être très compliqué à concrétiser. Et puis l'administration fiscale, vous savez, c'est des délais qui sont déjà sacrés. Ça va être compliqué. Mais donc un label, allez-y. Voilà. Mais personnellement, je pense que le souci, c'est que ce délai de paiement ne devrait pas être en quelque sorte un délai qui est sacré. Autant l'adosser à des textes réglementaires, autant l'adosser à des délais de paiement annuels, autant le flexibiliser de façon en quelque sorte à rassurer plus les opérateurs économiques. Maintenant on parle d'un maximum de 90 jours, alors la réalité est autre.
Maintenant, on parle par exemple des délais parfois qui sont prévus par des textes et qui ne sont malheureusement pas respectés. Je parle de l'État, principalement. Le délai de remboursement d'un crédit TVA, il est de 3 mois. Ça prévu dans la loi, mais réellement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, donc il faut sévir davantage. Moi, je pense, il faut flexibiliser, il faut donner du temps. Ça, c'est une démarche qui est pédagogique. Qu'il faut mener, donc adosser les délais de paiement à des textes réglementaires à fréquence annuelle. Ça devrait en quelque sorte permettre de faire mûrir un petit peu la réflexion, faire mûrir la pratique pour éventuellement arriver à des solutions qui sont plus concrètes. Maintenant, nous avons une économie réelle qui souffre de certains problèmes et ce n'est pas à travers de mesures symboliques qu'on pourrait vraiment résoudre le Amin Diori. Oui, Média a raison sur ce point, effectivement. L'idée, c'est qu'il y a une loi, un cadre de loi qui est prévu. Maintenant, c'est vrai que si on l'applique à l'État, est-ce que l'État sera en mesure de l'appliquer immédiatement? Il y a toute une organisation derrière au niveau des établissements publics, par exemple. Aujourd'hui, elles ne sont concrètement pas prêtes pour pouvoir payer dans les temps impartis les créances qu'elles doivent payer. C'est d'ailleurs pour ça qu'un échéancier est prévu jusqu'en 2018, une entrée progressive de cette nouvelle loi. Malgré tout, c'est vrai que l'État est primordial, doit montrer l'exemple par rapport à ces délais de paiement. Je citerai l'exemple de la France avec la loi de modernisation économique. La France connaissait exactement les mêmes problèmes il y a encore quelques années. Aujourd'hui, quand on regarde les retards de paiement moyens, on est à peine à 13 jours en France, c'est la moyenne. Ça fait rêver 13 jours au Maroc, ça serait historique. Et imaginez que l'État paye mieux que les entreprises privées, c'est-à-dire à peine à 6-7 jours. Et en plus, par rapport à la commande publique, l'État français s'engage à payer les entreprises à moins de 30 jours avec l'idée de revenir de payer à moins de 20 jours d'ici 2017. Donc l'État clairement montre l'exemple. C'est ce qu'il faut faire ici et c'est ce qui permettra. Alors tu parlais tout à l'heure de punir, de récompenser les bons payeurs. Les bons payeurs. Moi je dis plutôt qu'il faut punir les mauvais payeurs. La suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Amin Diori, responsable PME chez Inforisque, et Mehdi El Fakir, économiste, consultant en stratégie et risque management. Nous parlons des délais de paiement. Comment en finir? Le Comité national de l'environnement des affaires, présidé par le chef du gouvernement, se réunit aujourd'hui pour tenter de trancher sur des points de la réforme de la loi sur les délais de paiement. On parlait de la France avec vous, Amin Diori, que vous citiez en exemple, notamment sur ce fameux constat, c'est qu'aujourd'hui les délais de paiement en France, c'est 13 jours, c'est ça? Oui, alors ça c'est les retards de paiement. Les retards de paiement moyen. 13 jours, donc c'est assez historique, ça ferait rêver plus d'une entreprise au Maroc. Ouais. Il y a d'autres mesures que la France a pris qui pourraient justement peut-être bien fonctionner ici. Alors 2 mesures notamment. La première, c'est le name and shame. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le name and shame, c'est une nouvelle pratique qui a été mise en place par Bercy, donc le ministère de l'économie, et qui est de dénoncer publiquement sur son site internet les mauvais payeurs. Alors ça fait grincer des dents, c'était quelques mois par Emmanuel Macron. Exactement, et il y a eu déjà quelques victimes, et pas les moindres, puisqu'on parle de SFR, Numérical, qui sont quand même des grosses multinationales, et qui ont été affichées publiquement. Autre chose, Bercy applique des amendes qui sont très élevées pour les mauvais payeurs. On parle de jusqu'à 375 000 € d'amende par infraction. Donc là, c'est quand même des gros montants. Ouais. Donc là, on prend le bâton carrément. Exactement, on prend le bâton et on tape. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut que l'État soit irréprochable. Si l'État a des choses à se reprocher, il est évident qu'il ne peut pas ensuite pénaliser les acteurs privés. Ce qui n'est pas le cas au Maroc. Ce qui n'est pas encore le cas. J'espère que ce sera le cas d'ici quelques temps, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Autre idée qui est intéressante, bon, c'est une petite idée, mais c'est une idée intéressante, c'est la création d'un médiateur de l'entreprise. Qui serait un interlocuteur unique entre le client et le fournisseur dans le cas de litige et qui permettrait de régler à l'amiable ce type de litige. Alors là, on pourrait très bien attribuer cette fonction-là à l'observatoire peut-être de ces délais de paiement qui est envisagé par la CGM. Un observatoire, ça a pour fonction d'observer, pas de régler des litiges. À mon avis, ça doit être un organisme indépendant de l'observatoire. Deux mesures en tout cas qui sont intéressantes. Pourquoi on n'y a pas pensé au Maroc pour l'instant, ce name and shame et ce médiateur de l'entreprise? Vous pensez que on y réfléchit, on y pense concrètement à la tête du gouvernement, du patronat, Mehdi El Fakir? Je crois qu'il y a déjà des contraintes d'ordre juridique, parce que vraiment c'est là, en quelque sorte, nous avons une loi sur la protection des données personnelles.
Donc, il faut absolument qu'on puisse avoir le cadre juridique pour le faire. C'est que nous avons déjà le cas du Maroc, parce que l'État a la possibilité de blacklister, en quelque sorte, les mauvais opérateurs économiques qui travaillent avec l'État. Donc, nous avons un antécédent. Et ça, nous avons un exemple, mais ça pour l'État. Maintenant, pour le privé, il faut déjà adapter les lois pour qu'on puisse vraiment citer quelqu'un de façon nominative et en public. Attention. Il me semble qu'il y a déjà un obstacle d'ordre juridique, mais rien n'empêche de penser et de... Voilà. Amine, Yuri. À mes yeux, c'est le name and shame, c'est pas pour tout de suite. De toute façon, il faut déjà que la loi s'applique pour les établissements publics, qu'elle respecte les délais prévus, et dans un deuxième temps, on peut envisager ça. Donc en tout cas, ça serait pour après 2018. Oui, si cette réforme des délais de paiement était bien mise en place, bien comme il faut. Autre point sur lequel vous voulez insister, Mehdi El Fakir, c'est la dématérialisation du recouvrement des créances commerciales. Ça, c'est un point qui pourrait notamment fonctionner pour cette question des délais de paiement. Tout à fait. Personnellement, je crois que c'est une idée à creuser. Regardons ce qui se passe actuellement pour le recouvrement des créances publiques. C'est en quelque sorte, c'est une mesure qui est en train de donner ses fruits. Pourquoi ne pas y penser? Pourquoi ne pas s'engager pour les sociétés qui sont sérieuses dans un processus de dématérialisation qui permet de procéder directement à des prélèvements sur compte pour régler des créances commerciales? Il me semble que c'est une idée qui pourrait vraiment très bien marcher. Bien sûr, à charge à nous un petit peu de l'appliquer. Aussi, il me semble que d'un autre côté, il y a aussi l'histoire des pénalités de retard qu'il va falloir revoir, qui sont aujourd'hui dissuasives, qui ne sont malheureusement pas appliquées à la lettre. On parle de 10%. Ces pénalités de retard ne sont pas pragmatiques. Ils ne reflètent pas en quelque sorte la réalité des affaires. Autant aussi flexibiliser ce sujet au niveau de la prochaine loi, de l'amendement de la loi en cours. En tout cas, des nouvelles pistes qui sont lancées ce matin dans les décodeurs atlantiques. Mais grosso modo, messieurs, si se devait faire un résumé global, cette réforme des délais de paiement, elle vous paraît correcte, si elle est bien faite, elle vous paraît dans le bon sens, elle est dans le bon sens, Amine Yuri? Ah oui, clairement. Clairement, ça va dans le bon sens et j'en attends beaucoup. Alors maintenant, le souci, c'est que cette loi a été votée en 2011, donc ça fait déjà quelques années. Aujourd'hui, près de 80% des entreprises n'appliquent pas les pénalités envers leurs clients, donc ça, c'est un vrai problème. Il faudra attendre 2018 pour commencer à voir que ça s'applique à l'État. D'ici là, malheureusement, comme les délais de paiement est un des premiers facteurs de défaillance d'entreprise, on risque de voir ces défaillances continuer d'augmenter. Donc ça va impacter au moins à court terme encore des milliers d'entreprises. Mehdi El Fakir, ça vous paraît aller dans le bon sens, cette réforme? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les opérateurs économiques, ils ont besoin d'un signal fort de la part des pouvoirs publics, d'un vrai texte qui permet en quelque sorte de renforcer la confiance entre les opérateurs économiques dans un contexte qui est de plus en plus incertain, où il y a énormément d'incertitudes. Aujourd'hui, comme l'a dit si bien Amine, elle a bien expliqué, aujourd'hui les défaillances d'entreprises sont en grande partie dues à des problèmes d'impayés. Donc ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de marché, ce n'est pas une question de gestion, mais c'est une question d'impayés, une question de trésorerie. Alors il faut absolument que l'État fasse un petit peu le nécessaire pour en quelque sorte rétablir cette confiance et pour éventuellement et pour aussi renforcer en quelque sorte la solidité et la compétitivité de nos entreprises. Et bien justement, dans quelques instants, on va parler de financement alternatif pour les petites et moyennes entreprises avec ce nouveau pack de Maroc PME qui vient de voir le jour. Et puis le crowdfunding en attente toujours de réglementation. Mais avant la séance traditionnelle coup de gueule, coup de cœur, on va commencer par vous, Amine Yuri, responsable de PME chez Inforis. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ce matin? Un coup de gueule, un coup de cœur? Alors ce sera un coup de cœur. Et c'est un classement Instant Young 2015. Alors je me rends compte que en fait ça fait plusieurs fois que je prends des classements Instant Young, mais celui-là est très intéressant. Il est sur les marchés les plus attractifs dans le monde en termes d'investissement dans les énergies renouvelables. Et là, le Maroc a atterri directement à la 15e place dans le top 15 de ce classement. Deuxième pays de l'Afrique derrière l'Afrique du Sud. Et c'est important puisque aujourd'hui les énergies renouvelables, c'est un marché qui représente près de 329 milliards de dollars dans le monde, donc c'est un marché considérable qui va être amené encore à grossir considérablement, surtout avec les contraintes de climat, la COP21, COP22, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Le Maroc apparaît comme dans la catégorie étoile montante, donc ça aussi c'est important, aux côtés du Brésil, de pays comme l'Inde, le Chili, les États-Unis. Et c'est quand même important de dire que le marché marocain est un marché qui a fort potentiel en termes d'investissement dans ces énergies-là.
Et c'est ce qu'a voulu souligner ce classement. Et c'est important dans le cadre de l'organisation de COP22 d'ici novembre prochain. Ça donne une crédibilité supplémentaire au Maroc dans le cadre de cette organisation. Mehdi El Fakir, un coup de gueule, un coup de cœur? Bon, un coup de gueule, c'est tout simplement les prix des oignons qui sont en train de flamber. Ah, vous allez nous faire pleurer ce matin. Non, alors, de 3 dirhams, ça actuellement, on est à un niveau de 15 dirhams. 5 fois plus, quand même. Voilà, 5 fois plus. Donc là, on attire l'attention. Bon, bien sûr, il y a toujours des aléas climatiques, il y a toujours des explications qui sont données de part et d'autre. Bon, aujourd'hui, il y a le côté positif qui est une bonne partie de ces oignons sont déjà exportés vers des pays d'Afrique, nos partenaires des pays d'Afrique, mais il faut revenir sur le circuit de distribution de ces, un petit peu denrées, en quelque sorte de ces aliments, parce que c'est très important pour le panier des ménages. Et le rôle des intermédiaires n'est toujours pas cadré, n'est toujours pas suivi, n'est toujours pas bien verrouillé. Et là, c'est ce qui fait flamber les prix. Là, on risque en quelque sorte d'arriver ou de revivre l'expérience de 2007, si vous vous souvenez, où l'augmentation des biens de base, des aliments de base, des biens alimentaires de base, ont créé en quelque sorte des émeutes au niveau de la ville de Safro à l'époque. Et je me rappelle très bien que le ministère de l'Intérieur a dû intervenir pour revoir le circuit de distribution. Donc là, c'est important aujourd'hui de faire en sorte que des prix qui touchent directement le panier de ménage soient bien cadrés et bien suivis. Et donc des mesures à prendre peut-être. 9h45, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs atlantiques. Et nous parlons financement alternatif des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, un mariage gagné d'avance, c'est la question qu'on se pose. Vous savez, il y a ce nouveau pack de Maroc PME qui vient de voir le jour, et puis on attend toujours une réglementation autour du crowdfunding. On va commencer peut-être, Amélie par le nouveau pack de Maroc PME qui propose concrètement quoi aux petites et moyennes entreprises? Alors, c'est un pack qui permet aux entreprises d'augmenter le capital de l'entreprise, d'avoir de nouvelles ressources financières via une introduction en bourse. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? C'est déjà une partie accompagnement, puisqu'une entreprise ne s'introduit pas comme ça en bourse. Il y a une longue préparation à faire qui prend entre 6 et 12 mois. Pendant cette période, il y a une phase, il faut que la stratégie de l'entreprise soit claire, il faut qu'il y ait un business plan prévisionnel qui soit clair, il faut que les ressources allouées soient claires, il faut aussi, évidemment, évaluer l'entreprise. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Après, il y a aussi une prime à l'investissement de 20% qui sera accordée par Maroc PME pour ces entreprises. Et suite à l'entrée en bourse, un accompagnement encore de cette entreprise. Alors concrètement, pour que tout le monde comprenne, ce plan Maroc PME, pour l'instant, n'est pas encore mis en place. Il va être mis en place très prochainement. Exactement. On sait quand pour l'instant, ou on sait pas encore? On n'a pas de date précise, mais bon, ça va certainement correspondre avec. Il y a une loi qui est en cours de préparation, qui doit être votée prochainement sur la création d'un compartiment PME en bourse. Et évidemment, je pense que tout ça est corrélé. On attend la MMC sur ce dossier. Mehdi El Fakir, c'est encourageant, ça, c'est une bonne initiative. Justement, ça va permettre à des petites et moyennes entreprises de souffler et d'avancer un peu plus vite dans leur business model. Certainement, c'est un signal fort de la part des pouvoirs publics pour une raison simple, c'est que les moyens de financement classiques ont prouvé leurs limites. Aujourd'hui, le gros problème des PME et des TPE, c'est l'accès au financement. Alors le circuit bancaire aujourd'hui, il enregistre en quelque sorte toujours des problèmes en quelque sorte d'accès de la part des PME, faute de garantie. Alors, on a vu le gouvernement avec le JPBM et la CGM se réunir sur la question des crédits bancaires. Tout à fait. Qui est en progression, mais progression très timide, très timide. Exactement. En plus, le taux de sinistralité qui augmente au niveau des banques marocaines, alors amène les banques à réfléchir de façon vraiment en quelque sorte approfondie sur les moyens de trouver un juste milieu aujourd'hui, parce que les critères d'accès au crédit classique devraient être revus de façon à mieux démocratiser le financement bancaire. Bon, cela dit, ces moyens ou ces voies étant limitées, il a été décidé effectivement de passer en quelque sorte à l'acte en créant en quelque sorte des packs dédiés, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui accorde des primes accordant jusqu'à 20% des programmes d'investissement, et pour une fois dynamiser le marché boursier en le démocratisant plus. Aujourd'hui, vous savez que ça aurait vraiment un impact, vous pensez, sur le marché? Certainement si c'est bien cadré, bien suivi. Et surtout si les règles en quelque sorte de communication financière, de transparence financière
serait en quelque sorte mieux surveillé de la part de la nouvelle autorité. Aujourd'hui, c'est une expérience qui est très importante, très intéressante, parce que d'autres pays l'ont déjà réussi. En Égypte, effectivement, l'accès à la PME est déjà possible pour les entreprises de petite taille. Aujourd'hui, c'est une poignée d'entreprises qui seraient privilégiées parce que en quelque sorte, les critères d'accès sont drastiques. Il faut avoir, je ne sais combien en quelque sorte, comme minimum de capital. Il faut s'engager sur pas mal d'engagement clair de la part de ces entreprises pour avoir le visa d'accès. Alors aujourd'hui, ça va certainement booster le marché financier d'un côté et permettre aux entreprises de retrouver des entreprises ambitieuses qui portent des projets d'investissement, des projets d'entreprise qui sont encourageants et novateurs, d'accéder directement au financement. Amin Diori. Oui, sur ce sujet, clairement, il y a un problème de fonds propres. Aujourd'hui, on se pose la question. Alors, soit on regarde le haut de bilan des entreprises, on regarde les fonds propres, soit on regarde le bas de bilan, on regarde les crédits. Aujourd'hui, les banquiers disent qu'il n'y a pas de problème de financement bancaire, qu'il y a un problème au niveau des fonds propres. Maintenant, par rapport à ce qui est annoncé, il faut être clair, c'est pas une mesure de masse pour les entreprises marocaines. Ça va concerner maximum un bon millier d'entreprises. C'est la question que j'allais vous poser. Combien d'entreprises vont pouvoir prétendre aller sur le marché financier 1000 maximum. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont accès à Moussanada, Imtiaz de Maroc PME. C'est les entreprises les mieux structurées qui ont été accompagnées, qui ont des projets d'investissement. Ça représente 1000 entreprises, pas plus. On a une idée des secteurs de ces entreprises, quel secteur ils occupent ou précisément pas suffisamment d'éclaircissement sur ce sujet, sur les grandes entreprises, les grandes PME, pardonnez-moi, qui sont accompagnées par ce Maroc PME? Alors, il n'y a pas de répartition sectorielle aujourd'hui connue, mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas un problème de secteur, c'est plutôt un problème de logique d'investissement, des projets de développement. Ça touche tous les secteurs. À partir du moment où une entreprise a un projet de créer une nouvelle usine, de s'exporter, de créer une nouvelle gamme de produits, il y a des investissements qui sont nécessaires et donc il faut des fonds pour financer tout ça. Et cette logique d'apport en fonds propres vient répondre à cette problématique. Ouverture donc des marchés de capitaux pour les petites et moyennes entreprises, c'est une petite révolution. On attendra bien sûr que ça se mette en place. Il y a aussi un autre financement alternatif qui commence à se développer tout doucement, mais dont on attend encore une réglementation, c'est le crowdfunding. Alors juste peut-être faire simple pour les auditeurs, Médiel Fakir, d'abord quand on parle de crowdfunding, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le financement par ce qu'on appelle régulièrement le financement par la foule. Donc c'est un financement, c'est-à-dire qui est relativement particulier, qui permet à un ensemble de personnes de mettre de l'argent pour qu'ils puissent en quelque sorte les prêter à des entreprises, à des PME, pour qu'ils puissent l'investir. Donc c'est en quelque sorte on permet l'accès au financement par voie qui n'est pas classique, c'est-à-dire c'est du capital risque low cost en quelque sorte à un niveau qui est en quelque sorte bien réduit et en quelque sorte c'est la particularité, c'est que les bailleurs de fonds n'auraient forcément pas la personnalité morale, ou en quelque sorte ne seraient pas des personnes morales. C'est soit des associations, soit des instances en quelque sorte d'encouragement d'investissement, soit tout simplement des particuliers, des personnes qui ont vraiment de l'argent et qui souhaiteraient en quelque sorte apporter cet argent pour le financement d'entreprises PME et de TPE. Chacun peut mettre en fait de l'argent pour un projet. Alors pour les petites et moyennes entreprises, ça a déjà commencé ce vent-là pour l'instant à Minduri ou pas encore cette méthode de financement? Alors, au Maroc, c'est encore embryonnaire. Je citerai une étude de l'Union européenne qui a été faite récemment, donc sur le crowdfunding dans la région MENA. C'est à peu près 112 millions de dollars qui ont été investis dans la région. 95% l'ont été par Israël, une petite partie par la Palestine. Et en fait, le Maroc arrive quasiment bon dernier de ce classement. D'accord. Bon. Avec près de 400 000 dollars investis et essentiellement sur des petits projets d'éco-développement. Donc ça reste encore très c'est embryonnaire, bien sûr, mais il faut, comme le disait Mehdi tout à l'heure, il faut un cadre réglementaire qui soit bien arrêté pour pouvoir le faire. C'est le cadre réglementaire qui va permettre peut-être des petites et moyennes entreprises de s'intéresser à cette méthode de financement, pas seulement, parce qu'en fait, quand on parle de crowdfunding, il faut savoir que c'est de la finance participative, donc qui participe. Maintenant, ce sont les particuliers, c'est-à-dire qu'on incite les particuliers à placer une partie de leur épargne dans des établissements non bancaires. Donc en gros, ce mode de financement est concurrent du financement bancaire et d'investir dans des projets, d'investir, je dirais plutôt de prêter, parce que on parle de prêt aussi.
On parle de prêter. Risqué. Voilà, exact. Bon, après, ils ont le même métier que la banque. Ils vont pas non plus prendre des risques. Mais c'est d'investir dans le maximum de projets le plus rentable possible et qui permettent, le plus solvable aussi possible, et qui va permettre à ces projets de se financer. Ouais, Mehdi El Fakir, donc concrètement aujourd'hui, ça reste au stade d'embryon, cette méthode de financement participatif, le crowdfunding, mais ça peut porter ses fruits. Il faudrait une réglementation, donc déjà c'est la priorité aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pas uniquement une question de réglementation. À mon avis, c'est une question aussi d'encadrement et de suivi. Les expériences précédentes en matière d'encouragement d'investissement pour les PME ont connu des difficultés parce qu'il y avait toujours un problème de suivi, d'encadrement, d'évaluation, qui ont fait que c'est des expériences qui n'ont pas abouti. Maintenant, au Maroc, nous avons quelques cas qu'on pourrait déjà étudier de près. Je prends le cas du réseau Maroc Entreprendre. C'est un cas, effectivement, de crowdfunding qui permet à, en quelque sorte, un ensemble d'opérateurs économiques, par voie de récompense, d'octroyer de l'aide financière, de l'argent, à des jeunes porteurs de projets d'entreprise. Et que les remboursements ultérieurs permettre un petit peu de réinjecter cet argent dans, en quelque sorte, d'autres projets, et ainsi de suite. Donc, il y a déjà des expériences, mais aujourd'hui, c'est un sujet avant tout d'encadrement qu'il va falloir, en quelque sorte, mettre en place. La loi à elle seule, ou les textes à eux seuls, ne pourraient pas vraiment, en quelque sorte, encourager l'expérience. Amine Diori. Alors aussi très important, c'est le cadre fiscal parce que il y a ces sociétés qui vont prêter de l'argent, mais en amont il faut de l'argent à prêter et il faut que les épargnants prêtent cet argent à ces entreprises. Pour ça, il faut un cadre fiscal intéressant, c'est-à-dire en France par exemple, les personnes qui financent ce type d'entreprise, apportent leur épargne à cette entreprise, ont des avantages fiscaux en termes de réduction d'IR. Ils sont récompensés en termes de réduction d'impôt sur le revenu, par exemple. C'est un cadre incitatif et qui permettrait de drainer une grosse partie de l'épargne vers ces entreprises. Effectivement. Alors aujourd'hui, pour cette partie bien fiscale, il y a bien sûr vous savez que l'administration fiscale, elle traite des sujets fiscaux. Bon, déjà, on a mis en place ce qu'on appelle l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que... Et qui commence à porter ses fruits. Voilà, à porter ses fruits. Souscriptions pour l'instant pour ce statut. Voilà, on pourrait déjà capitaliser sur ce statut fiscal qui existe déjà pour effectivement encourager les épargnants et les investisseurs. Aujourd'hui, l'administration fiscale serait en quelque sorte ouverte à tout moyen qui permettrait un petit peu d'encourager l'épargne, mais je ne crois personnellement pas que ce cadre fiscal pourrait voir le jour immédiatement. Il va falloir en quelque sorte, parce qu'il y a une multitude de parties prenantes, et puis l'administration fiscale, de par le passé, a déjà exprimé le regret d'avoir vraiment accordé pas mal de carottes fiscaux, qui n'ont pas vraiment eu l'engouement nécessaire en termes de produits d'épargne, les PE, PEL et tout ça. Donc parce que effectivement, ça a été très mal cadré et encadré d'un point de vue juridique. À mon avis, aujourd'hui, il faut un texte de loi, beaucoup de textes réglementaires pour bien driver en quelque sorte l'expérience. Et bien sûr, on verra bien sûr les volumes devraient permettre de faire du lobbying auprès de l'administration fiscale pour trancher et mettre en place un statut fiscal dédié. Aujourd'hui, l'administration fiscale demande une évaluation d'expérience pour qu'il puisse imaginer des mesures fiscales adéquates. Ouverture prochainement donc du marché des capitaux pour les PME, mais ça concernerait 1 millier de petites et moyennes entreprises. Et puis mise en place du crowdfunding, ça aurait quoi comme impact concrètement pour les petites et moyennes entreprises, Amine Diori? Aujourd'hui, très sincèrement, impact très limité. On a parlé du crowdfunding, on pourrait parler du capital investissement qui existe déjà depuis plus de 15 ans. On pourrait parler de financement halal, finance islamique. Oui, on pourrait qui parler va être mis en place dans les prochaines semaines. Mais le problème de tout ça, c'est que le produit bancaire, c'est un produit de masse qui s'adresse à toutes les entreprises. Les produits dont on a parlé, les produits alternatifs, sont des produits qui s'adressent à quelques entreprises. Si on veut régler le problème des fonds propres, c'est l'entrepreneur lui-même qui doit le régler, c'est-à-dire c'est lui qui doit apporter les fonds propres nécessaires à son entreprise. Et pour ça, il faut aussi peut-être créer un cadre fiscal incitatif. Donc aujourd'hui, est-ce que le gouvernement commence à plancher sur ces deux dossiers, crowdfunding notamment, Mehdi El Fakir, ou est-ce que ça reste encore timide et il faudra attendre peut-être le prochain gouvernement sur ce dossier-là? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une année électoraliste. Il nous reste 6 mois, effectivement. Exactement. Tous les le crowdfunding date de 2 ans, 3 ans au Maroc. Tout à fait. Donc, nous avons vraiment une tendance à activer un petit peu les réformes qui pourraient inciter effectivement à l'investissement. Aujourd'hui, nous avons effectivement une volonté de l'État pour, en quelque sorte, voter le plus rapidement possible ce texte. Or,
Est-ce que ce texte, à lui seul, ou les mesures dont on a parlé, pourraient en quelque sorte réaliser ou créer le changement escompté? À mon avis, non, parce qu'il faut tout simplement créer et dynamiser et renforcer et appuyer les structures d'évaluation et d'encadrement, parce que l'entrepreneuriat, avant tout, après tout, c'est une affaire d'encadrement, pas de texte. Merci messieurs, Mehdi El Fakir, économiste, consultant en stratégie et risque management, Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. À très bientôt, merci. À très bientôt. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne, les experts atlantiques avec Fessat Adlaoui. Au menu ce matin, le commerce électronique, le paiement en ligne. Sommes-nous de plus en plus nombreux à faire nos courses sur Internet? Trop ou pas assez de sécurité également sur ce type de paiement? Les experts atlantiques, c'est à partir de 10h05. Vous pouvez dès maintenant nous appeler au 05 22 95 36 60.